Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. J'ai 6 titres à vous présenter aujourd'hui, du coup on va commencer tout de suite par le premier. Il s'agit du premier tome de la série Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Le titre de ce premier tome c'est Rendez-vous avec le crime et je le possède dans une édition France Loisirs, mais je ne vous le montre pas ici parce que je l'ai prêté à ma maman, tout simplement. Dans cette histoire on va faire la rencontre de Delilah qui est la gérante et la créatrice d'une agence de rencontres dans une petite ville du Yorkshire. Donc, son affaire n'est pas très florissante, mais bon, elle a quand même quelques clients. Et malheureusement, le village dans lequel elle habite va être le théâtre de morts un peu suspectes. Et surtout, elle va se rendre compte que le point commun aux victimes, c'est qu'ils étaient tous membres de son association, de son agence de rencontres. C'était tous des hommes qui cherchaient à rencontrer des femmes, voilà, tout simplement. Et en plus de ce mystère, on a le retour du mouton noir du village qui s'appelle Samson. Samson, Delilah. Ha, ha, ha. Qui apparemment est parti il y a quelques années assez violemment, on va dire. Il s'est passé quelque chose. Je crois qu'il y a eu une bagarre le jour du baptême de son neveu, donc à Samson, de son filleul, pardon, qui est le neveu Delilah, puisque Samson était le meilleur ami du frère de Delilah qui est décédé en Irak ou en Afghanistan, je ne sais plus, en tout cas à la guerre. Et donc sa belle-sœur se retrouve seule à élever son fils, qui est donc le filleul de Samson, le fils. J'espère que c'est clair. Et donc Samson est dans la police, mais il revient dans ce bled suite à un événement qui s'est déroulé dans son travail. Alors on ne sait pas exactement quoi, on sait qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave et qu'il est carrément en danger en fait s'il reste là où il travaille, je me souviens plus où ça se trouve. Et du coup il décide de faire profil bas et de revenir dans son bled, et pas de bol, il découvre qu'il y a des morts, et lui il décide de monter son agence de détective privé en fait, et du coup d'enquêter sur les décès qui surviennent dans ce village. Et donc on a ce côté enquête et le côté relation entre les deux personnages principaux et avec leur entourage aussi, puisque la famille de Delilah, c'est une famille qui est extrêmement soudée et qui du coup a beaucoup de mal à comprendre pourquoi Samson est parti sans rien dire, pourquoi il a jamais donné de nouvelles, pourquoi il est même pas revenu le jour de l'enterrement de son meilleur ami. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ça au fur et à mesure de ce premier tome. J'ai vraiment aimé ma lecture, c'était vraiment chouette. C'est un cozy mystery classique, donc c'est-à-dire une enquête sympa, avec un côté chouchou bonbon, voilà, un peu à la Agatha Raisin, je pense. Je les ai pas lus, mais enfin voilà, vu ce qu'on en dit, vu ce que les gens en disent, c'est le même style. Voilà, c'était vraiment chouette, pas mal d'humour, les personnages sont attachants. J'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Samson et Delilah, puisque on n'a pas le fin mot de l'histoire concernant le retour de Samson en fait. Comme je vous l'ai dit, on sait qu'il s'est passé quelque chose dans son travail, mais même à la fin de ce premier tome, on ne sait pas exactement quoi, et on ne sait pas qui est à sa recherche. Même si on se doute que ça doit pas être des gens très très cool. Voilà, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Le fait qu'il dévoile pas tout à Delilah, ça va certainement entraîner des problématiques à la suite, évidemment. J'aime beaucoup la relation qui se crée entre eux, même si pour l'instant il n'y a rien d'officiel, ni même d'officieux d'ailleurs. Mais j'aime bien leur façon d'interagir ensemble, beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour noir, beaucoup de moquerie, de chamaillerie, mais c'est vraiment trop drôle. Et voilà, j'ai vraiment très très hâte de lire la suite de ces aventures, et figurez-vous que le tome 5 sortira au mois de novembre, donc j'ai encore le temps, hein. D'ici là, moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais le tome 2 est dans ma pile à lire, quelque part par là. Quelque part par là, voilà. Et du coup, je pense que je vais pas tarder à le sortir parce que c'était vraiment chouette. Je vais dans un premier temps commencer par finir ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et une fois que je serai arrivée au bout de cette pile à lire, s'il me reste un peu de temps avant le Cold Winter,
je vais essayer de lire ce deuxième tome, et au pire je pourrais toujours essayer de l'intégrer dans le Cold Winter. Et d'ailleurs, en parlant du Pumpkin Autumn Challenge, pardon, ce titre était ma première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il rentrait dans la sous-catégorie Tu n'en reviendras pas, avec le mot-clé policier, et donc c'est la première sous-catégorie du premier menu, Automne frissonnant. Et cette année, j'ai décidé de me lancer, c'est pas vraiment une difficulté supplémentaire, mais j'ai décidé de remplir les catégories dans l'ordre. Donc c'est un peu frustrant parfois, et d'ailleurs j'ai fait, jusqu'à présent j'ai fait un changement de titre parce que je voulais absolument arriver à un autre, et j'avais prévu de lire un roman à la base, mais comme je voulais absolument lire un autre roman, bah lire un roman avant ça aurait été trop long, donc j'ai plutôt lu une BD pour pouvoir enchaîner avec le roman que je voulais lire. Mais ça, je vous en reparle tout de suite parce que, enfin tout de suite, juste après, parce que ça va pas faire partie de la suite de mes explications. Bref, peu importe. Voilà, donc pour Rendez-vous avec le crime, c'était vraiment chouette, je vous conseille vraiment cette série. Voilà, si vous aimez les mystères, les romans policiers, mais le côté quand même campagne anglaise, le côté tout le monde se connaît, le côté ragot, un peu comme ça, c'était vachement chouette et j'ai hâte de découvrir la suite. Les lectures que je vais vous montrer aujourd'hui, je m'en rends compte seulement maintenant, c'est que des lectures que j'ai fait dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge en fait. J'ai lu aussi pas mal de mangas, quelques albums avec mon boulot en fait, mais je vais pas forcément vous en parler, voilà, c'est pas hyper mémorable, on va dire. Il y a certains titres que vous verrez revenir plus tard, mais là pour l'instant j'essaie de me concentrer principalement sur le Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà. De toute façon, en suivant le lien vers mon profil Livre Addict, vous avez accès à la liste de tous les livres que j'ai lus dans l'ordre du plus récent au plus ancien, donc vous pouvez voir, et en cliquant sur mes stats, vous voyez aussi tous les livres que j'ai lus mois par mois, donc s'il y a certains titres qui vous intéressent, si vous voulez avoir mon retour sur des albums ou sur des mangas que j'ai lus et dont je ne vous parle pas en point lecture, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message soit sur Instagram, soit en commentaire de cette vidéo, et puis je vous donnerai mon avis à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Je passe à la deuxième sous-catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, qui était les os de David Jones, donc O-O-S ou O-E-A-U-X. Et dans cette sous-catégorie, j'avais commencé un roman en VO que j'avais un peu de mal à lire, pas parce que le niveau d'anglais était compliqué, mais parce que c'était en anglais et que du coup je lisais plus lentement qu'un livre en français. Du coup, j'ai fait une petite pause et j'ai sorti un album. J'ai pris Le Pirate de cœur de Sébastien Perren et Justine Brax. Il est absolument sublime, cet album. Il est gigantesque déjà, d'une part, comme vous pouvez le constater. On va suivre ici les aventures d'un jeune garçon, dont je ne me souviens pas le prénom, parce que c'est pas écrit dans le résumé, qui... Ah ben je crois qu'il n'y a même pas son... Je crois que son prénom n'est même pas mentionné dans l'histoire. On va faire la rencontre d'un jeune garçon qui devient pirate, comme son père avant lui et comme son grand-père avant lui. Lui, il s'appelle Louis le garçon, donc lui, Louis. Et en fait, bah voilà, son but c'est d'être un vrai pirate et donc de rançonner les bateaux qu'il va croiser sur sa route. Il a peu de succès au départ, mais plus le temps passe, plus il récolte des butins importants, mais il a toujours un creux dans le cœur, il se sent pas complet, même s'il est parfaitement heureux sur son bateau et de sa vie de pirate, quoi. C'était son rêve de faire comme son père et son grand-père avant lui. Donc voilà, cet album est sublime, le texte est très court, mais c'est vraiment magnifique. Et donc au fur et à mesure, on va comprendre que ben voilà, Louis n'est pas entièrement heureux et il va faire la rencontre un jour d'un jeune garçon sur un bateau qui est tout seul, qui a l'air très pauvre. Et Louis va devenir le pirate de cœur à ce moment-là. Je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi. Mais voilà, c'était un album vraiment beau, très court mais sublime. Sébastien Perren écrit très très souvent en collaboration avec Benjamin Lacombe. Et Justine Brax a illustré, je crois que c'est Pinocchio, dans la collection dirigée par Benjamin Lacombe chez Albin Michel. Mais je vous l'avais déjà dit, ça je crois. Donc voilà, c'était sublime. Je sais pas si vous allez bien voir.
la luminosité est très très mauvaise, je suis désolée, mais il est 17h et il fait nuit, enfin il fait très très gris et il pleut, donc j'ai dû allumer la lumière. Je suis désolée, c'est très très moche. Voilà, donc c'est vraiment un album que je vous conseille, il était vraiment sublime. Et donc après cet album, je me suis quand même replongée dans ma lecture de mon roman VO qui était These Rebel Waves de Sarah Rash. C'est un tome 1, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir, mais le tome 2 est sorti au mois d'août en version originale. Et je suis ravie parce que ce livre a été un énorme coup de cœur. Franchement, c'était trop bien. On va suivre 3 personnages différents. On va suivre... Oh purée, c'est pas vrai, je me souviens déjà plus des prénoms. Lou. Donc on va suivre Lou qui est une ado qui a pris part à la rébellion qui s'est déroulée il y a 6 ans, qui était une enfant à l'époque et qui a été formée par sa mère et par son père à espionner l'ennemi pour découvrir ses stratégies et pour essayer de faire en sorte que la rébellion puisse gagner la guerre. On suit aussi Devereaux, donc j'ai appris que ça se disait comme ça, qu'on va plutôt appeler Vex, puisque c'est comme ça qu'il se surnomme lui-même et que tout le monde l'appelle, qui est un pirate qui fait du trafic d'herbes magiques et qui est recherché par tous les clans, par toutes les confédérations de l'île, enfin des îles et du monde dans lequel ils vivent en général. Et on va rencontrer aussi Benat, donc Ben, qui est le fils du roi, donc le prince, et qui a vu son oncle et son cousin être brûlés vifs sur la place publique pour sorcellerie et pour usage de la magie des plantes, justement, par son père. Donc son père a tué son frère et son propre frère et son neveu, et donc l'oncle et le cousin de Ben. J'espère que c'est clair. Voilà. Et du coup, Ben, qui jusqu'à présent idolâtrait un petit peu son père, commence à avoir des doutes, quoi. Se dit, mais c'est pas possible d'en arriver à de telles extrémités, comment ça se fait. Son oncle lui a toujours appris que la magie pouvait être utilisée à des fins positives, bienveillantes, et pourtant on le fait brûler, enfin voilà. Et donc tout ça, ça se passe au tout début de l'histoire, enfin... Oui et non, si vous voulez, on a un genre de prologue dans lequel on rencontre nos 3 personnages principaux 6 ans plus tôt. Et on les retrouve après au niveau du chapitre 1, 6 ans après. On a 2 personnages qui vont se rencontrer quasiment tout de suite. Et on a un 3e personnage qu'on va suivre aussi puisque les points de vue sont alternés. Et ça j'ai apprécié parce que du coup on voit plusieurs aspects du monde dans lequel les personnages évoluent. On a d'un côté Ben et de l'autre on a Adeluna, donc Lou et Vex, qui vont tous les deux se rencontrer assez tôt dans le récit et qui vont aussi évoluer et qui vont partir en quête de réponses pour essayer de déjouer ce qu'ils pensent être un complot. C'était génial, j'ai adoré ma lecture, la relation entre les personnages est fantastique. Lou est un personnage, je dis Lou, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'elle est... Oui, c'est ça, Lou. Enfin, ça s'écrit Lu, mais je pense que ça se dit Lou. Adeluna, on va dire Lou. C'est une jeune femme qui est rebelle, qui sait ce qu'elle veut, qui est forte, qui est marquée par la vie, qui a vécu des choses vraiment pas faciles, qui culpabilise énormément pour des choses qu'elle a été obligée de faire pendant la rébellion en fait. Vex est un personnage, alors à certains moments il m'a énormément fait penser à Jack Sparrow parce que il a un humour un peu comme ça si vous voulez, voilà, à un moment il essaye, donc les gens sont pas censés savoir qui il essaye de masquer son identité parce que je vous l'ai dit, il est recherché partout, donc voilà. Et à un moment, quelqu'un semble le reconnaître et en fait, il est beaucoup plus jeune que ce à quoi les gens s'attendent parce qu'il est tellement célèbre, il a fait tellement, enfin, visiblement, il a commis tellement de crimes que les gens s'attendent à voir un vieux loup de mer ou en tout cas un homme au moins d'une 30aine d'années, quoi. Et Vex a à peine 20 ans.
Et du coup, quand les gens le voient, ils disent mais vous ressemblez pas du tout à ce à quoi je m'imaginais. Et la réplique de Vex, c'est un truc du style c'est mes cheveux, c'est ça, hein, les gens s'imaginent que je suis blond en général. Enfin, vous voyez le truc quoi. Et c'est comme ça tout le long du récit. Et franchement, il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. Il y a des scènes qui sont sublimes. La façon dont c'est écrit, je pense notamment à un moment où ils sont en haut d'une falaise et où ils doivent absorber une plante magique pour sauter en bas de la falaise sans se tuer. Je vous dis pas exactement comment ça se passe, mais c'est une scène qui était drôle et en même temps émouvante et effrayante parce qu'on sait pas, peut-être qu'il va y avoir un problème et qu'il y en a un des trois qui se retrouve là, qui va mourir. C'était trop bien, c'était vraiment génial. Il y a des révélations dans cette histoire. Quand sont arrivées les révélations, je me suis dit mais je le savais, j'en étais sûre, je le savais. Alors est-ce que c'est parce que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et que je me suis dit c'est une possibilité que ce personnage soit telle personne en réalité, que ce personnage ne soit pas aussi gentil qu'on pensait qu'il l'était, que machin, que truc, ou bien est-ce que je sais pas, j'ai cette impression de je m'y attendais, donc pas, j'ai pas été genre quoi? Non mais c'est pas possible. Ça m'est pas arrivé parce que je vous dis, quand la révélation est survenue, je me suis dit oh purée, je le savais, j'en étais sûre. C'était plutôt ça ma réaction. Mais c'était quand même un choc parce que effectivement, je m'y attendais. C'était une des possibilités qui avait germé dans mon esprit. Mais et j'étais trop contente d'ailleurs parce que c'est tellement bien fait en fait. L'idée que moi j'avais eue, l'autrice l'a eue aussi. Enfin, l'idée que l'autrice a eue. Je me suis dit dans ma tête qu'effectivement, si elle faisait ça, ça pourrait être cool. Et c'est ce qu'elle a fait. J'étais un peu du coup sur la même longueur d'onde au niveau du récit. Et voilà, c'était franchement génial. Je vous le recommande de tout cœur. Je trouve que le niveau d'anglais est vraiment pas compliqué. Je crois que sur toute ma lecture, donc le roman fait 470 pages. Je pense que j'ai dû chercher peut-être 3 mots. Et au moins un des mots, c'était un terme de marine, un terme pour désigner une passerelle ou quelque chose, enfin un élément du bateau, donc un truc un peu technique, voilà. Mais sinon, le reste, franchement, tout est vraiment très, très accessible. En tout cas, pour moi, ça a été accessible. Après, je pense que c'est comme tout, hein, ça va dépendre de votre niveau d'anglais. Mais c'était vraiment génial et je vais me jeter sur la suite dès que j'aurai fini ce challenge. Donc ça fait déjà 2 suites que je dois lire. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Je vous le recommande de tout cœur. Je pense à Ludivine de la chaîne Noct, que je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je pense que ce livre, ça va te plaire. Si tu passes par là, salut. Voilà. Et on finit, en plus, on finit sur un cliffhanger de malade. Genre, quoi? Mais non, mais ça peut pas finir comme ça. En fait, plus on avance dans le récit, moins il reste de pages et plus il reste de choses à régler en fait. Donc je m'étais dit mais non mais c'est pas possible, l'autrice elle va pas pouvoir terminer son premier tome comme elle va pas pouvoir finir son histoire dans son premier tome. Donc forcément il va y avoir une suite et c'est là que j'ai vérifié et qu'effectivement il y a une suite qui est sortie en août et tant mieux. Donc c'est pas un tome 1 qui peut se lire seul en fait. Une fois que vous arrivez à la fin, vous avez obligatoirement envie de découvrir la suite, sauf si vous n'êtes pas attaché au personnage et que finalement le récit vous a pas plu bien sûr, mais en tout cas pour moi ça l'a fait et je suis vraiment très très contente et j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite pour la sous-catégorie, donc la 3e sous-catégorie et dernière sous-catégorie du premier menu, la sous-catégorie c'était les freaks, c'est chic et il fallait lire une histoire de monstres, différence, altérité, cirque, étrangeté. Au départ, j'avais prévu de lire The Mermaid de Christina Henry, qui était une réécriture de La Petite Sirène avec un des personnages qui était P.T. Barnum, donc l'inventeur du cirque tel qu'on le connaît, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas les freak shows, tout ça, c'est lui qui est à l'origine de ce genre de choses. Et du coup, ça rentrait mais totalement dans tous les mots-clés étaient remplis avec ce titre. Mais j'ai commencé The Mermaid, je crois que j'ai lu les 5-6 premières pages et en fait, comme c'était de nouveau de la VO et que je venais de quitter un livre en VO,
j'avais pas envie d'une lecture lente. J'avais envie de lire quelque chose qui allait aller vite. Et du coup, j'ai posé The Mermaid. Je le lirai, c'est sûr. Peut-être, voilà, comme les deux autres là, les tomes, les suivants, quand j'aurai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge, s'il me reste du temps, je le lirai à ce moment-là, ou bien je l'intégrerai dans le Cold Winter, on verra. Mais je voulais lire un roman en français. Du coup, j'ai changé, et à la place, j'ai lu un titre qui venait de rejoindre ma pile à lire, puisque je l'ai acheté en septembre. La Bête de Portevent, le premier tome de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Catherine Martins, et c'est aux éditions Gallimard. Dans cette histoire, on va rencontrer Gabriel Volt en 1887. Gabriel est un détective de l'étrange, on va dire. Il est à la solde d'une organisation secrète qui s'appelle l'Ordre de la Sainte Vemme et qui a pour but de traquer et supprimer les monstres, les créatures fantastiques qui dépassent les bornes. Si vous vivez dans l'anonymat et que vous faites rien d'extraordinaire, que vous soyez un fantôme, une goule, un vampire, un loup-garou, peu importe. Mais à partir du moment où vous commencez à trucider des gens sans raison, la Sainte Vemme risque de vous tomber dessus. Et notamment, Gabriel Volt risque de vous tomber dessus. Il y a quelques mois, il a été envoyé à Saint-Malo pour éliminer un vampire qui avait massacré une famille d'aubergistes, donc les 2 parents et les 2 filles. Seulement, sur place, il a récupéré l'aînée, qui est une jeune fille de 16 ans qui s'appelle... je ne sais plus. Rose, voilà. Je suis tombée dessus du premier coup. Qui s'appelle Rose. Et c'est totalement interdit, bien sûr, étant donné qu'elle est au courant maintenant de l'existence des créatures fantastiques. Elle est censée mourir, en fait, tout simplement. Pas de témoins, comme ça, l'univers est protégé, même s'il y a toujours des crimes perpétrés par les monstres. Il ne faut pas que les humains soient au courant. Mais il a eu pitié d'elle, et surtout, elle lui a sauvé la vie, plus ou moins, puisqu'en réalité, c'est Rose qui a éliminé le vampire, et non pas Gabriel. Gabriel est un immortel, on le sait dès le départ, hein, donc je vous spoile rien. C'est un immortel, mais il ne sait pas quelle créature il est. Il sait qu'il est immortel, et il dépend totalement de la Sainte Vemme, parce que c'est l'organisation qui lui fournit un élixir qu'il doit prendre, je pense, chaque mois, ou en tout cas régulièrement, de façon à ce que le monstre en lui ne prenne pas le pas sur l'humain. Donc, il est immortel, il peut mourir mais il ressuscite, en gros. Donc Rose est persuadée de lui avoir sauvé la vie puisqu'elle a tué le vampire, alors qu'en fait, même si le vampire l'avait tué, il serait toujours là. Donc elle lui a pas vraiment sauvé la vie, bien que techniquement, si. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, elle s'accroche à ses basques parce que elle a de toute façon plus aucun autre point de repère puisque toute sa famille a été décimée. Et Gabriel est envoyé sur une nouvelle enquête dans le Finistère et Rose va décider de partir avec lui à la chasse aux monstres. Et donc ils se retrouvent dans le Finistère et ils vont enquêter sur une mystérieuse créature qui a assassiné déjà pas mal de gens sur place. Et là-dessus, on a ce côté enquête avec les 2 personnages qui sont traqués par un membre de la Sainte Vemme qui se doute que Rose n'est pas simplement un valet au service de Gabriel, mais qu'elle en sait bien plus que ce qu'elle devrait savoir. Et il a des doutes sur son identité, sur le fait que ce soit la fille des aubergistes qui ont été massacrés. Et du coup, il la traque pour la tuer, tout simplement, puisqu'elle est censée ne plus être en vie et ne plus vivre, vu qu'elle connaît le secret de l'existence des créatures fantastiques. Voilà pour le pitch de départ. On suit des personnages qui sont absolument extraordinaires. Gabriel est génial, il a plus de 100 ans. Il est blasé parce que tout ce qu'il voudrait, c'est pouvoir vivre libre ou bien mourir, mais il peut pas mourir, il est immortel. Il aimerait savoir ce qu'il est, mais il n'ose pas laisser le monstre en lui s'exprimer de peur de plus pouvoir reprendre le contrôle, en fait, tout simplement. Donc il est dépendant de cette organisation qu'il est plus que tout au monde, parce que l'organisation, malheureusement, elle ne se contente pas de punir les monstres qui dépassent les bornes, elle punit
tout le monde. Elle massacre des villages entiers s'il y a des rumeurs qui se propagent. Elle massacre des guérisseuses, par exemple, qui aident les créatures un peu comme Gabrielle, si vous voulez, à réfréner leur côté animal. Ils punissent tout le monde, ils tuent tout le monde en fait. Peu importe qu'on soit une gentille créature ou une méchante créature, vous êtes une créature, vous êtes un monstre, vous allez mourir. Ça, c'est le credo de la Sainte Vemme, et Gabriel n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais malheureusement, comme il est dépendant d'eux par rapport à cette substance qu'il doit prendre régulièrement, bah, il n'a pas le choix, il est obligé de travailler pour eux. Donc voilà, on va rencontrer un personnage sur place, un curé qui connaît le système de la Sainte Vemme, puisqu'il est issu d'une des familles fondatrices de l'organisation, mais qui semble être du côté de Gabriel, du côté des gentils. Je ne vais pas vous dire s'il est effectivement gentil ou s'il est méchant, hein, vous découvrirez ça vous-même. Je suis désolée, il y a du bruit, la fenêtre est ouverte, parce que comme j'ai fait une pumpkin pie, il fait un peu chaud dans l'appart, vu que le four a tourné, donc j'ai ouvert un peu pour aérer. Bref, Rose est excellente comme ado, franchement, elle a une répartie hyper mordante, elle n'hésite pas à dire à Gabriel ses 4 vérités, à l'envoyer bouler quand il la prend pour une gamine, et à imposer sa présence. Être une fille, ça lui pose aucun souci, elle est capable de faire exactement la même chose que n'importe qui, y compris les garçons et les hommes, donc pourquoi on la traiterait différemment en fait, juste parce qu'elle est une femme. J'ai adoré ce côté féministe dans Rose, je vous rappelle qu'on est en 1887, donc voilà, c'était génial, c'était vraiment extraordinaire, j'ai adoré, ça s'est lu très très vite, c'est écrit très gros, et il me faut la suite en fait. Il me faut la suite. Et le problème, c'est que le tome 1 est sorti en septembre. Donc je ne sais pas quand sortira la suite. Mais il me la faut. Parce qu'en plus, on finit sur un cliffhanger. Voilà. Et l'épilogue, les amis. Donc non seulement on termine sur un cliffhanger, mais en plus, après ce cliffhanger, on a un épilogue qui nous laisse en présence du comte. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le responsable... le top de la hiérarchie de la Sainte Vemme, et c'est extrêmement mystérieux. On comprend ce qu'il est capable de faire, mais on ne sait pas réellement qui il est. Est-ce que c'est le diable en personne? C'est une de mes suppositions. Ou est-ce que c'est juste un puissant mage ou une créature très puissante? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment mystérieux et ça laisse présager très 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 bonne chose pour la suite. Je suis vraiment pas déçue d'avoir échangé The Mermaid pour celui-ci. Je pense que j'aurais autant aimé The Mermaid, j'espère, mais en tout cas là c'était vraiment une super lecture et pareil, je vous la recommande de tout cœur, c'était génial. Du coup, j'ai réussi à remplir le premier menu du Pumpkin Autumn Challenge en entier, je suis trop fière et j'ai lu 4 livres au lieu de 3, sachant que sur les 4, il y en a un, c'était un album comme vous l'avez vu. On passe du coup au menu 2, Automne Enchanteur, et j'ai déjà lu 2 titres dans ce menu. La première sous-catégorie, c'était Down by the Silly Gardens, et il fallait lire des poèmes, une histoire romanesque, une romance ou une histoire gothique. J'avais prévu de lire Click and Love de Cyril Massaroto, qui était une romance. Mais je me suis réveillée un matin, le lendemain du jour où j'avais fini Ceux qui ne peuvent pas mourir, avec une furieuse envie de lire le livre que j'avais prévu de lire dans la sous-catégorie suivante. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, je veux quand même les lire dans l'ordre, mais là, franchement, Click and Love, il me fait pas envie tout de suite maintenant, c'est l'autre que j'ai envie de lire. Donc, au lieu de lire Click and Love, j'ai lu une BD. Comme ça, c'est allé plus vite et j'ai pu enchaîner avec le titre que j'avais vraiment envie de lire dans la sous-catégorie suivante. Donc, pour cette sous-catégorie Down by the Silly Gardens, j'ai lu Les 5 filles de Madame Bennett, le premier tome de l'adaptation d'Orgueil et Préjugés par Aurore, d'après Jane Austen, donc, aux éditions Soleil. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce que j'ai pensé de cette bande dessinée? Franchement, les dessins sont sublimes. C'est une adaptation fidèle du roman. Voilà, c'est un tome 1, donc on prend vraiment le temps, en fait, de
d'expliquer tout ce qui se passe un petit peu dans le roman, quoi. On va pas aussi vite, par exemple, que dans le manga, dont j'ai une version je ne sais où. Là, c'est un seul tome, le manga, pour raconter toute l'histoire, donc forcément, on va beaucoup plus vite. Dans ce tome 1, on commence donc, et en plus, l'autrice reprend exactement la phrase du début, la première phrase d'Orgueil et Préjugés, qui est une de mes phrases préférées dans ce roman. C'est une vérité universellement reconnue qu'un riche célibataire recherche forcément une épouse. Il est à peine installé que les familles des environs le considèrent déjà comme la légitime propriété du l'une ou l'autre de leur fille. Voilà. Le côté hyper ironique de Jane Austen, que j'adore. Si vous n'avez toujours pas lu Orgueil et Préjugés, commencez peut-être par la BD si c'est le côté roman classique et un peu pompeux du style qui vous fait peur. C'est pas du tout pompeux, franchement. C'est une écriture victorienne, donc le vocabulaire est sans être soutenu, c'est victorien, quoi. C'est fleuri, voilà. Mais c'est génial. Mais si vraiment vous avez un peu peur, mais que l'histoire vous tente, bah, commencez cette BD. Donc on commence au tout début de l'histoire. Et pour ceux qui ont lu Orgueil et Préjugés, on s'arrête au moment où les Bingley repartent de Netherfield pour rentrer à Londres. Voilà. Donc, c'était génial. Je trouve que l'adaptation est hyper fidèle. J'aime beaucoup les dessins. Je vous en ai déjà montré quelques-uns, mais... Voilà. Je les trouve vraiment jolies, j'aime beaucoup les couleurs, et du coup, bah pareil, j'ai hâte que la suite arrive, mais celui-ci étant sorti en septembre, ce sera à mon avis pas pour tout de suite. En tout cas, ah, et c'est écrit derrière récit complet en 3 tomes. Ouais, je pense que ça colle à peu près, vu l'endroit où on s'arrête par rapport au roman dans cette BD, voilà, donc il y aura 3 tomes de cette bande dessinée. Et voilà, et donc une romance, forcément, même si dans le premier tome, on voit pas trop la romance. Il y a quand même une histoire d'amour, parce que Jane est amoureuse de Bingley au premier regard, comme Bingley est amoureux de Jane au premier regard. Et puis c'est quand même, le but c'est quand même de marier les filles Bennet, donc il y a quand même une histoire des histoires d'amour. Voilà, donc ça colle pour cette sous-catégorie, et ça m'a permis de lire le livre que j'avais furieusement envie de lire après, qui est donc ma lecture pour la sous-catégorie suivante, qui est Mon voisin le Kodama. Et donc là, il fallait lire quelque chose en rapport avec la forêt, esprit, légendes, voyage, nature writing. Et j'ai lu un livre qui se passe dans la forêt. J'ai lu Une maison pour Mona, le premier tome de Hotel Heartwood de Khalid George, illustré par Stéphanie Gréguin. C'est l'édition France Loisirs que j'ai. C'est le premier tome d'une série de 4, donc une tétralogie. Je vais y arriver. Attendez, je m'installe mieux sur ma chaise. Oui, voilà. Et c'est le dernier titre dont je vais vous parler dans cette vidéo. Dans cette histoire, on va suivre Mona, qui est une petite souris, qui est là, qui est bien embêtée puisqu'on est en plein automne, il y a une grosse tempête qui arrive et la souche dans laquelle elle habite se retrouve inondée et du coup elle n'a plus de maison. Donc elle prend sa petite valise sous le bras, et elle part en quête d'une nouvelle maison. Et elle va tomber par hasard devant un gros chêne sur lequel est gravé un cœur qui ressemble étrangement au cœur qui est gravé sur sa propre valise. Elle va toucher ce cœur et ouvrir une porte dans l'arbre qui va la mener à l'hôtel Heartwood, qui est géré par Monsieur Heartwood, qui est un blaireau, et qui est un hôtel pour les animaux de la forêt. Soit un refuge pour l'été, pour l'hiver, ou bien un genre de resort hôtel avec des activités, des animations, de la détente, etc. Chaque chambre est adaptée au type d'animal qu'elle peut accueillir. Vous pouvez dormir sur un lit en mousse, sur un lit en feuille, en fonction de ce que vous préférez. Voilà. On va suivre donc les aventures de Mona dans cet hôtel qui, comme elle n'a pas le moindre sou, va se faire embaucher en tant que servante, qui va faire le ménage dans les chambres, qui va donner un coup de main pour le nettoyage de toutes sortes, réapprovisionner les chambres par rapport au chauffage, par rapport aux couvertures, ce genre de choses. Et on va la suivre dans ses aventures dans l'hôtel Heartwood, qui va connaître pas mal de rebondissements, voilà, et en même temps, on la suit, en tout cas dans ce premier tome, dans une quête d'identité, puisqu'elle a perdu ses parents dans une précédente tempête, et elle ne sait pas vraiment qui ils étaient.
Donc va y avoir aussi le petit mystère d'essayer de découvrir qui étaient les parents de Mona, est-ce qu'ils auraient fait un séjour à l'hôtel Heartwood, puisque comme je vous l'ai dit, le cœur qui se trouve sur le chêne qui abrite l'hôtel ressemble vraiment beaucoup au cœur qui se trouve sur sa valise, donc est-ce qu'il y aurait un lien? Voilà, c'était adorable. Le premier tome, comme par hasard, se déroule en automne, donc ça tombait parfaitement bien. Avec un peu de chance, j'aurai la possibilité de lire le tome 2 pour le Cold Winter Challenge, ce serait top, puisque le tome 2 forcément va se dérouler en hiver. Voilà, c'était génial, c'était adorable, c'est une lecture pour les jeunes, franchement, à partir de 9 ans, il n'y a aucun souci, c'est écrit très très gros. En plus, c'est illustré de façon sublime, c'est tellement chou. Toutes les 2 pages, j'étais là, oh, c'est mignon. Et j'arrêtais pas de montrer les illustrations à Anafi. C'était vraiment adorable, ça s'est lu très très vite, voilà. En une journée, je l'avais terminé. Donc en une journée, j'ai lu Orgueil et Préjugés et Hôtel Heartwood. Forcément, hein, je vous ai montré, c'est écrit très très gros. Je pense qu'il fait à peine 300 pages. À peine 200 pages. Pourquoi 300 pages? 200 pages. Il fait 187 pages exactement. Donc voilà, j'ai hâte aussi de découvrir la suite. Donc là, il me semble que les 4 tomes sont déjà parus. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'édition France Loisirs que j'ai. Donc j'achèterai la suite quand elle sortira chez France Loisirs, puisque du coup ils sont un peu moins chers qu'en librairie classique. Bilan provisoire du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai lu 5 titres sur les 13 de prévus, et on est le 17 octobre. Va falloir que je m'active un petit peu quand même, hein, parce que là je suis un peu à la bourre, sachant que j'ai lu 5 titres prévus. 5 titres sur les 13 prévus, mais en fait j'en ai lu 6 puisque j'ai lu aussi un album dans une sous-catégorie. Je suis en train de lire ma lecture pour remplir la catégorie suivante, qui va être une lecture qui normalement devrait être très rapide une fois que je me serai vraiment bien mise dedans, parce que là pour l'instant je la traîne parce que je fais plein d'autres choses en même temps, tout simplement. Je devrais arrêter de faire ça, je devrais vraiment me poser dans mon bouquin et lire et basta, mais j'arrive pas, j'ai vraiment du mal pour l'instant, donc... je vais essayer de m'y mettre ce soir pour essayer d'avancer au maximum dans cette lecture et essayer de compléter mon challenge avec mes 13 livres lus, quoi. Ce serait bien que j'arrive au 30 novembre et que j'ai terminé, j'ai complété mon challenge, quoi. Ce serait vraiment chouette. Le but, c'est de tous les lire, donc voilà. Même si je les lis pas tous, tant pis, mais au moins d'en lire la moitié, ce serait bien. Donc encore au moins 2 et j'aurais lu la moitié. Mais si je pouvais en lire plus quand même, ce serait chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans votre Pumpkin Autumn Challenge, s'il y a des découvertes que vous avez faites qui vous ont vraiment émerveillé, ou s'il y a des titres que vous attendiez mais qui vous ont déçu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!